All rise, we will be. The International Criminal Court is now in session. Lord John to Court Panel International at Huhet. Please be seated. We as well. L'audience est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour Monsieur le Président, Madame les juges, Mesdames les juges, la situation en République du Mali, affaire le procureur contre Alassane Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, référence de l'affaire ICC 0112-0118. Et je vous rappelle que nous sommes en audience publique. Merci beaucoup, Madame la greffière. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont présents dans cette salle d'audience, naturellement à M. Alassane, qui est présent, et aussi à toutes les personnes qui sont dans la galerie du public et à toutes les personnes qui nous suivent au loin. Comme tout le matin, je voudrais commencer avec les présentations de différentes équipes, en commençant avec le bureau du procureur. Monsieur le procureur du Tertre, vous avez la parole, s'il vous plaît. Veuillez vous présenter, ainsi que le membre de votre équipe. Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie. Bonjour Madame la juge, bonjour Madame la juge. Le bureau du procureur ce matin est représenté par Monsieur Moussa Alafi, à l'arrière, Penwede Yanogo, également à l'arrière, Sandra Shutters, Marie-Jeanne Sardachti, Caroline Leroy, Lucio Garcia, Yaya Yamaguchi et moi-même, Gilles Dutertre. Je vous remercie et j'en profite pour saluer tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur de cette salle, y compris notre public au Mali. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je me tourne vers la défense. Maître Taylor, veuillez vous présenter, ainsi que les membres de votre équipe, s'il vous plaît. Maître Taylor, merci beaucoup Monsieur le Président, Mesdames les juges. La défense de Monsieur Alassane est représentée aujourd'hui par Felicity Gary, à ma droite, Mélissa Beaulieu-Dussier, Maître Pradhan, Maître Mohamed Youssef, Mohamed El Badar, Monsieur Mohamed El Maouloud El Ansari, Kelsey Ryan, Brian Adayer et moi-même, Melinda Taylor. Et je dis bien entendu bonjour à tout le monde, aussi bien dans le prétoire qu'à l'extérieur. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître Taylor. Enfin, je me tourne vers les représentants légaux des victimes. Maître Sita, veuillez vous présenter, ainsi que le membre de votre équipe, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le juge président, honorables Mesdames les juges. Les victimes sont représentées à l'audience de ce jour par Madame Priske Biyeke Dipanga, par Andrés Felipe Arias Morales, par Maître Julie Goffin, par mon estimé confrère Maître Mayumbo, et par notre cher confrère Maître Sédou Doumbia qui suit les audiences depuis Bamako, et évidemment par moi-même. Mais je voulais déjà signaler à la Chambre que suite à une forte pluie à Bamako, il y a deux autres membres de l'équipe qui sont en chemin et qui cherchent tous les chemins possibles pour atteindre la salle d'audience. Donc, ils seront dans la salle d'audience un peu avec de retard. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Nsita. La Chambre vous remercie naturellement pour cette clarification au sujet de vos confrères qui sont au Mali. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour consacré à l'audition des conclusions finales des parties et participants. Ce matin, nous allons entendre les plaidoiries
de la défense. La suite est certainement la fin. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Maître Taylor. Maître Taylor, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bon matin, Monsieur le Président, Mesdames les juges, avec votre permission, je vais m'adresser, ce sera moi qui s'adresserai à vous. Je traiterai donc des allégations de mariage forcé comme autre acte inhumain, d'esclavage sexuel et de viol, et des viols en détention. J'aborderai les 4 sujets suivants. Premièrement, l'absence de preuves hors de tout doute raisonnable qu'il y a eu des mariages forcés qui faisaient partie d'un dessein commun. Deuxièmement, l'absence de preuves hors de tout doute raisonnable que M. Alassane avait la connaissance que les 10 mariages étaient forcés et l'absence de preuves qu'il y ait contribué. Troisièmement, le fait que l'environnement n'en était pas un coercitif et que Ansardine n'a pas profité d'un tel environnement. Enfin, le fait qu'il n'existe pas de preuves hors de tout doute raisonnable permettant de conclure qu'il y a eu des viols en détention dans un dessein commun et que M. Alassane en avait la connaissance et qu'il y a contribué. Tout d'abord, la défense soumet que le procureur n'a pas établi que le groupe était animé par un dessein commun ayant mené à forcer les femmes à se marier. Au soutien de cette théorie, le procureur allègue que Yad Aghali a affirmé qu'il donnerait des femmes aux individus qui joindraient le groupe. Cette allégation provient d'un individu capturé à Aguelhok au début de l'année 2012, alors que celui-ci aurait entendu de la part d'un déserteur ayant joint Ansardine que Yad Aghali donnait des femmes au groupe. Il s'agit en fait de oui-dire, qui n'est pas corroboré, qui se situe hors de la période temporelle des charges, hors du champ géographique, et ne présente pas de lien avec ce qui s'est passé à Tombouctou. Dans les circonstances entourant cet événement, et par la fonction occupée par cette personne, ces paroles ne peuvent revêtir aucune crédibilité ni fiabilité. Contrairement à ce que soutient le procureur, des témoins ont expliqué que les membres du groupe ont été éduqués à l'approche malikite du mariage, qui nécessite l'obtention du consentement de l'épouse ou du gardien, selon le cas. Les membres devaient respecter les traditions locales. C'est ce qu'a expliqué le témoin du procureur P150 au transcrit 103 à la page 11, ainsi que le témoin de la défense D202 au transcrit 203 à la page 18. Le témoin de la défense D528 a également témoigné à l'effet que le groupe n'avait pas mis de pression ou encourager ses membres à se marier. Transcrit d'audience 189 à la page 8. Il n'a donc jamais été question de prendre des femmes comme épouses sans leur consentement. Par la suite, l'existence de mariage forcé à Tombouctou entre les membres du groupe et les femmes locales.
mais il a plutôt affirmé que les mariages forcés ont toujours existé, ainsi que la discrimination à l'égard des femmes, sous plusieurs formes, comme par exemple la polygamie et la circoncision. Son témoignage sous serment est la preuve la plus fiable et ce sur quoi cette Chambre devrait se baser. Dans tous les cas, la fiabilité de cet article est particulièrement affectée par l'incapacité avouée du témoin de faire la différence entre les différents groupes, soit entre le Mujao et Ansar-Dine. Le procureur fait également référence à un rapport de l'ONU publié en novembre 2012, qui rapporte des allégations générales aux groupes qui procédaient à des mariages forcés à Tombouctou. Ce rapport ne peut permettre d'attribuer une intention aux membres d'Ansar-Dine. Encore une fois, rien ne prouve que M. Alassane ait lu ce rapport. Tout au long du procès, Monsieur le Président, Mesdames les juges, nous avons entendu de la preuve à l'effet que plusieurs femmes mariées durant les événements pouvaient demeurer à la maison avec leur famille et pouvaient recevoir la visite d'amis. Et la défense se réfère à son mémoire final au paragraphe 56. De plus, les femmes pouvaient refuser le mariage et il n'y avait pas de conséquences, tel que démontré au paragraphe 54 du mémoire final de la défense. Le simple fait que des membres du groupe se sont mariés à des femmes locales n'est pas suffisant en soi pour conclure à la commission de mariage forcé dans un dessein commun. Et en ce qui concerne la preuve spécifique des incidents faisant l'objet des charges, la défense se réfère à son mémoire final au paragraphe 216 à 254, dans lequel le manque de fiabilité et de crédibilité de chaque témoin a été remis en cause de manière étayée. Nous vous soumettons donc que le procureur n'a pas démontré que les 10 crimes ont eu lieu et faisaient partie d'un dessein commun. Le procureur vous demande de tirer une inférence de preuve circonstancielle qui n'est pas raisonnable et qui n'est pas appuyée par la preuve. Deuxièmement, passons à la conduite spécifique et à la contribution alléguée de M. Alassane au dessein commun. D'abord, la défense vous soumet qu'aucune preuve n'a été présentée à l'effet que M. Alassane avait la connaissance que les patrouilles de police ont servi à la commission de mariage forcé, ni n'a contribué, en raison de son rôle administratif dans la police, à organiser ces patrouilles dans le but de faciliter la commission de crimes. Le procureur donne comme exemple les cas de P520, P538 et P610. Prenant même pour acquis que les incidents se sont déroulés de la manière que les témoins l'ont allégué. Il est éloquent qu'aucune d'entre elles n'ont fait le lien entre les patrouilles et l'organisation de leur mariage. Ni aucune n'a reconnu M. Alassane. Il ne s'agit donc pas d'une inférence raisonnable que l'on peut tirer de la preuve présentée par le procureur, mais uniquement de spéculation. L'accusation reproche également à M. Alassane de ne pas avoir pris de mesures afin d'imposer des restrictions au comportement des membres de Ansar-Dine lors des patrouilles. Encore une fois, pour ce faire, il aurait fallu tout d'abord que M. Alassane soit au courant de cette pratique. Ce que M. Alassane savait, par contre, c'est que les membres d'Ansar-Dine avaient bien été informés de la prohibition de viol et que les membres du groupe qui n'étaient pas originaires de Tombouctou s'étaient vus expliquer les pratiques locales, telles que démontrées au paragraphe 55 du mémoire de la défense. Tel qu'indiqué par la Chambre préliminaire dans cette affaire, dans la décision de confirmation des charges au paragraphe 948, la contribution, en vertu de l'article 25.3d, doit être de nature à influer sur la commission du crime. En d'autres termes, elle doit produire un effet de causalité sur la commission des crimes. La simple référence au rôle de M. Alassane dans la police islamique ne peut servir à établir sa contribution, puisqu'il n'existe pas de lien entre la conduite de M. Alassane dans l'organisation des patrouilles et la commission des crimes.
Le procureur ne fait aucune mention dans son mémoire final que M. Alassane aurait adopté des comportements faisant en sorte que les patrouilles étaient organisées dans le but de trouver des femmes aux membres du groupe. Le procureur n'a pas non plus démontré que M. Alassane était responsable de la formation et de la discipline à l'intérieur de la police et qu'il a manqué à son devoir. Maintenant, en ce qui concerne l'organisation du paiement des dots, la défense vous soumet que la seule conclusion possible est que M. Alassane n'a pas contribué ou participé à un quelconque dessein commun en fournissant son aide à un membre du groupe pour obtenir le paiement d'une dot pour se marier à une femme locale. Selon le procureur, dans son mémoire final, M. Alassane aurait rédigé une requête pour un certain Mohamed pour l'obtention d'une aide financière pour payer la dot. Au soutien de cette allégation, le procureur se repose exclusivement sur la déclaration de M. Alassane, obtenue, telle que discutée hier, alors qu'il subissait de la torture. Et plus spécifiquement, cette déclaration a été faite en date du 6 octobre 2017, le jour même où M. Alassane a demandé aux enquêteurs du bureau du procureur s'ils pouvaient l'aider à être transféré dans une prison régulière pour échapper à la torture qu'il subissait à la sécurité d'État. Sur la base de cette simple affirmation de l'accusé, obtenue alors qu'il était torturé, doit-on assumer que ce mariage a eu lieu? Est-ce que l'on peut spéculer à l'effet qu'il a résulté en un mariage forcé? Le nom de Mohamed est l'un des plus communs, les plus courants à Tombouctou. On ne connaît pas l'identité de la femme, la date ou le lieu de la conclusion du mariage, si la femme ou les parents de l'épouse ont été consultés au sujet de ce mariage et s'il y a eu consentement. Sans ces éléments, Monsieur le Président, Mesdames les juges, comment peut-on arriver à la conclusion que M. Alassane a signé une requête pour demander l'assistance de l'émir pour un mariage forcé? Est-ce que le simple fait d'avoir rédigé une demande pour un membre du groupe pour solliciter une assistance financière pour payer la dot constitue une contribution de nature à influer sur la commission d'un crime? Et même si on pouvait faire la preuve que M. Alassane a bien signé ce document pour ce Mohamed, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a eu un lien de causalité? La défense vous soumet que non. Et encore une fois, le procureur vous demande de spéculer, parce que la preuve ne soutient pas l'inférence qu'il vous demande de faire. À la lumière de ce qui précède, la seule inférence logique qui peut être tirée est le fait que M. Alassane a possiblement contribué, a possiblement aidé à la conclusion d'un mariage selon les coutumes locales. De plus, il n'y a pas de preuve à l'effet que M. Alassane a exercé une pression quelconque sur des femmes pour qu'elles se marient à travers ses fonctions administratives dans la police. P150 a d'ailleurs admis ne pas avoir de souvenir que M. Alassane agissait comme intermédiaire dans un mariage. Même que P626 a affirmé qu'il était normal, même avant 2012, d'avoir recours à des intermédiaires qui jouissaient d'une notoriété à Tombouctou, comme c'était son cas, pour arranger les mariages. Enfin, le simple fait que M. Alassane savait que des membres de la police haut gradés s'étaient mariés à des femmes locales, soit Adama et Aboudar, ne confirme pas le fait que M. Alassane connaissait l'intention du groupe de mettre de la pression sur les femmes ou qu'elles n'ont pas pu refuser ce mariage. La défense a même présenté de la preuve à l'effet que le mariage d'Adama était consentant. Je vous réfère au paragraphe 20 de la réponse au mémoire final de l'accusation. Maintenant, en ce qui concerne l'allégation à l'effet que M. Alassane a joué un rôle de médiateur pour résoudre des conflits conjugaux, la défense vous soumet que le procureur n'a aucunement fait la preuve qu'il a joué un tel rôle en relation avec des incidents qui fait l'objet des charges ou qu'il avait la connaissance qu'il assistait dans la médiation de mariage qui était le résultat d'un mariage non consentant. Encore une fois,
P626 confirmera aussi jouer un rôle de médiateur dans le cadre de conflits conjugaux avant et durant 2012, et qu'il s'agissait d'une pratique normale. Comment M. Alassane aurait donc pu savoir qu'il contribuait à la commission d'un crime s'il était dans l'ordre des choses à Tombouctou de servir de médiateur entre les couples en difficulté maritale? Il est également significatif que les femmes se sont plaintes pour diverses raisons de subir un préjudice dans leur mariage et se sont vues accorder un divorce par le tribunal islamique. Les femmes avaient l'option de se divorcer. Et je vous réfère à la note en bas de page 964 du Mémoire de la Défense où on liste plusieurs jugements à cet effet. Le fait de jouer un rôle de médiateur dans le cadre de conflits conjugaux n'a donc rien à voir. Troisièmement, les membres d'Ansardine n'ont pas profité d'un environnement coercitif pour commettre des crimes de violence sexuelle. Contrairement à ce qu'allègue le procureur, le port d'armes par les membres du groupe était à des fins légitimes de légitime défense uniquement, et les membres étaient bien instruits à cet effet, tel qu'élaboré dans le Mémoire de la Défense au paragraphe 49. De surcroît, un témoin du procureur, P654, un notable de Tombouctou, a affirmé que, avec l'occupation, les hommes commençaient à donner à la femme le mérite et le respect, qu'on ne provoquait plus les femmes dans les rues et que l'imposition de la charia mettrait éventuellement fin au vol et au viol, et c'était un aspect positif de l'occupation. Je vous réfère au transcrit 133, page 35. Cette affirmation du témoin est pour le moins révélatrice. Comment le procureur peut affirmer qu'il existait un environnement coercitif si les femmes de Tombouctou étaient plus respectées, qu'il y avait moins de pression sur elles et qu'elles pouvaient obtenir des divorces? Enfin, en ce qui concerne la commission des viols de certaines femmes en détention, la défense vous soumet tout d'abord que le procureur n'a pas été en mesure de démontrer que ces viols faisaient partie d'un dessein commun. Aucune preuve n'a non plus été présentée à l'effet que M. Alassane était présent lorsque les femmes étaient en détention. Néanmoins, il a été démontré par la défense au paragraphe 134 de son mémoire final que la plupart des femmes qui auraient été détenues l'ont été par Mohamed Moussa, alors que celui-ci se trouvait à la BMS. P500 et non pas pour dénoncer le fait qu'il y avait eu des viols à Tombouctou. Et je me remets aux soumissions de Maître Taylor d'hier. Le procureur demande donc à la Chambre de tirer la conclusion que les viols étaient commis en détention et que M. Alassane avait la connaissance suffisante, alors que la preuve est à l'effet que les gens qui étaient présents à l'époque n'étaient même pas n'étaient eux-mêmes pas au courant. Le simple fait que M. Alassane ait affirmé que la convention du convenable et l'interdiction du blâmable étaient le travail de tout le monde ne permet pas d'établir qu'il a adopté une conduite qui a produit un effet de causalité sur la commission des viols en détention. Le simple fait que des femmes étaient détenues ne signifie pas qu'elles aient été victimes de violences sexuelles.
le procureur n'a pas présenté de preuves fiables et crédibles à l'effet que les gardes étaient connus comme étant abusifs et agissaient en toute impunité, et qu'il était irréaliste de croire qu'ils pouvaient garder des femmes sans leur faire subir des abus. La référence du procureur au jugement de première instance du TPY dans l'affaire Kshojka au paragraphe 327 est donc erronée. Le fait que M. Alassane savait que des femmes étaient gardées uniquement par des hommes ne signifie rien. Une telle présomption légale, Monsieur le Président, Mesdames les juges, n'existe tout simplement pas. Il s'agit au contraire d'un fait que le procureur doit prouver, ce qu'il n'a pas fait. L'accusation vous soumet avant-hier qu'Anne Sardine a clairement exposé toutes les femmes et les jeunes filles détenues à un risque de viol intervenant dans le cours normal des événements. Un risque n'est pas un seuil suffisant pour rencontrer le critère accepté par cette Cour. Maître Thaler a déjà abordé le test qui est requis, qui est une quasi-certitude. Un risque n'est pas une quasi-certitude. Il n'y a donc pas de preuve hors de tout doute raisonnable à l'appui du fait que M. Alassane avait contribué à la soi-disant commission des viols en détention ou aurait adopté un comportement qui a facilité la commission des viols, ou même qu'il connaissait l'intention du groupe de commettre ces viols. Je vous remercie. Je vais passer la parole à mon collègue, Maître Youssef. Merci beaucoup, Maître, pour votre brillante présentation et surtout pour votre concision. Alors, la parole est à votre collègue. C'est Maître Youssef. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames les juges, ici ce mémoire de clôture porte sur les rapports de la police islamique et les allégations de l'accusation quant au lien avec les jugements du tribunal islamique. Nous avançons que M. Alassane n'a pas participé de manière coupable aux procédures devant le tribunal islamique. Et nous allons décliner nos arguments en 5 parties. Le statut de l'élément de la preuve sur les jugements spécifiques, la méthodologie des rapports de police, les limites de la compétence de la police, la méthodologie du tribunal islamique et, à la fin, j'aborderai la nature volontaire de l'interaction de la population avec la police islamique. Nous avançons que les rapports en soi nous montrent que M. Alassane était un petit fonctionnaire et c'est prouvé. Ses actes suivaient les décisions du tribunal islamique qui, si on les replace dans leur contexte, c'était des ordres. Et ainsi, on ne peut pas dire qu'il ait lui-même participé de manière coupable, telle que alléguée, ni d'ailleurs en quelque manière que ce soit, donc n'ayant pas participé de manière coupable à l'entreprise criminelle. L'accusation nous a donné les jugements du tribunal islamique et les rapports de police et a prétendu que les jugements étaient basés sur ces rapports. Dans la majorité des incidents repris pour les charges, il n'y a aucun élément de preuve des parties portant sur les jugements de ce tribunal islamique ou sur les rapports de police. Des témoins ont été appelés. Peut-être avaient-ils connaissance de ces incidents, mais leur connaissance personnelle de ces incidents n'a pas été établie. Ils n'ont ni participé à la rédaction des rapports de police, ni n'étaient sur place à Tombouctou pendant l'intégralité de la période, et donc n'auraient pas pu connaître de l'incident spécifique. Il eût été essentiel d'abord de vérifier leur niveau de connaissance personnelle, et plutôt que d'établir cette preuve-là, l'accusation demande à la Chambre de spéculer. Et quand ces témoins se sont présentés devant la Chambre, la seule chose que le procureur leur a demandé, c'est de répéter les noms et les dates qu'ils pouvaient très bien lire dans ces rapports ou ces jugements. Et répéter des noms et des dates sur 2 documents différents ne donne pas pour autant plus de poids à ces documents. N'importe qui lisait l'arabe aurait pu le faire.
Le procureur, dans son mémoire en clôture, par exemple, fait référence à un jugement du tribunal. Ce sont les points 98 et 99 sur la liste du procureur. Il s'agit d'un texte manuscrit dans un carnet. Nous avons ici aussi un exemple où un témoin de l'accusation aurait pu connaître de cet incident ou de l'auteur ou des circonstances qui entourent la rédaction de cette note ou le lien avec M. Alassane pour autant qu'il ait existé. Mais ce témoin donc a témoigné devant la Chambre, on lui a présenté ce document au milieu d'un jeu de documents, mais aucune question pertinente ne lui a été posée. Une fois de plus, on invite la Chambre à spéculer. Le tribunal islamique ne s'est pas caché du fait qu'il se fondait sur d'autres enquêtes pour arriver à des conclusions. Prenons l'exemple de l'incident 42. Nous avons ici, en l'espèce, un incident dans lequel M. Alassane n'a joué aucun rôle. La population locale s'est plainte des personnes en question. Ça a été confirmé d'ailleurs par les témoins D 0514 et P0984. Ils ont été arrêtés par le bataillon de sécurité et emmenés à l'ASBA. Le témoin du procureur a confirmé qu'un membre de l'ASBA était toujours là pour surveiller la mise en œuvre d'une décision et a confirmé que dans ce cas bien particulier, un membre de l'ASBA est là, présent, lit le verdict, lit la peine avant que celle-ci ne soit exécutée. Monsieur Alassane n'était pas présent pendant l'exécution de cette peine et le tribunal d'ailleurs a reconnu dans le jugement le rôle de l'ASBA et de l'émir de l'ASBA dans la poursuite de l'enquête. Je parle bien de l'ASBA et non pas de la police. On a d'autres exemples dans des jugements du tribunal islamique où il y a des informations qui ne sont pas dans le rapport de la police, ce qui montre une fois de plus que le tribunal ne se fondait pas intégralement sur les rapports de la police, qui que ce soit qui les ait rédigés. Prenons l'incident numéro 19. Nous avons un rapport, une seule ligne, un chauffeur que l'on a trouvé avec deux jarres, une avec de l'eau, l'autre avec du coton, et un morceau de papier avec un texte magique. Et c'est tout. Et c'est le point 98 sur notre liste, mesdames, messieurs les juges. Par contre, le jugement du tribunal a des informations sur l'itinéraire que suivait la personne qui a été trouvée comme chauffeur, quels sont les objets qu'on a trouvés, où on les a trouvés, et le fait qu'il y a référence également au point 99 à l'enterrement de son grand-père. Tout comme pour l'incident 20, un rapport où il y a 3 lignes, très brèves. Le jugement, par contre, fait référence à des points bien spécifiques en possession de la personne en question et l'individu qui a été interrogé par le tribunal et qui a confessé. Alors que l'accusation prétend que c'est M. Alassane qui a rédigé le rapport de police, ils n'ont pas pu établir comment il a reçu l'information et tout particulièrement puisque M. Alassane n'agissait pas seul, il n'était pas seul à la police et il avait des supérieurs, il recevait des ordres à exécuter. Et tous ces éléments nous montrent que le tribunal envisageait tous les aspects d'un dossier quand il était saisi. Leur travail ne venait pas pour venir compléter la police, non, ils recommençaient à zéro, sous serment, de manière indépendante, sans se fonder sur les rapports de police, comme si le rapport de police n'existait même pas. De plus, les jugements ne font qu'une référence d'ailleurs au rapport de police. Et le fait que ces rapports existent ne montre pas pour autant que les juges les utilisaient, que c'était une hypothèse sur laquelle on peut se fonder. Et dans certains cas, en fait, le tribunal islamique n'a tout simplement pas tenu compte du rapport de police. Et la seule conclusion logique que l'on peut tirer dès lors, c'est que le tribunal islamique était tout à fait en mesure de mener sa procédure sans que la police n'ait quelque rôle à jouer, ce que vous retrouvez au point 100 à 112 de la liste de la défense. Aussi est-il essentiel de ne pas généraliser ni émettre des hypothèses ou des suppositions sur le rôle de la police, pour autant que celle-ci ait roulé un rôle. Et c'est la seule chose que l'on puisse faire en toute sécurité ici, quand il s'agit de voir la contribution. Et M. Alassane n'a pas contribué en aucune manière que ce soit. Et comme annoncé un peu plus tôt,
Je vais maintenant m'étendre sur la méthodologie de ces rapports. Les rapports de police ne sont rien d'autre qu'un résumé d'informations, un récit non vérifié de ce qui a peut-être été dit. Et c'était au tribunal islamique de vérifier ou écarter purement et simplement ces rapports. À peu près tous les rapports se résument à une demi-page, parfois même simplement une ligne, ce qui nous amène à penser que la police ne menait pas vraiment des enquêtes fouillées. Ce qui ne veut pas établir, au-delà de tout doute raisonnable, le rôle qu'aurait joué M. Al-Hassan, pour autant qu'il en ait joué un, dans les procédures devant le tribunal islamique. M. Al-Hassan ne pouvait anticiper comment le tribunal exploiterait ces observations. Un témoin de l'accusation a témoigné que le tribunal islamique suivait une autre démarche, évitant la punition dès qu'il y avait une incertitude, atténuant la punition proportionnellement au crime en question. C'était dans les compétences du tribunal islamique et non pas de la police. Et on peut aussi en déduire que du fait de la composition de l'ESBA, on avait des juges dans le tribunal islamique alors que la police n'en avait pas. Donc le fait qu'il y ait des rapports de police nous montre que la police n'avait ni compétence ni autorité, sans quoi les renvois n'auraient tout simplement pas existé et la police aurait pris les décisions de son côté. Ce qui m'amène à la troisième partie de ma présentation. Sur les compétences de la police islamique, M. Al-Hassan n'avait aucun pouvoir de discrétion ni marge de manœuvre par rapport aux plaintes et la mise en œuvre des verdicts des tribunaux. Quand un rapport s'intitule « à la Cour islamique », ce n'est pas une saisine, c'est simplement parce que la police dit « ben voilà, je reconnais que je n'ai pas la compétence et que j'ai un rôle minime à jouer en l'espèce ». Dans la police, M. Hassan et ses supérieurs étaient tous sous la même obligation, transmettre les plaintes au tribunal. C'était un peu comme un greffe qui doit transférer les écritures des parties à la chambre. Et la police était chaque fois contactée, mais pas toujours, pas chaque fois, pas toujours. Les parties parfois s'adressaient directement au tribunal ou à la ESBA. La police était là pour transporter les personnes jusqu'au tribunal islamique, tout comme M. Al-Hassan aujourd'hui a été transporté pour être présenté au prétoire ici aujourd'hui. Donc un service de transport n'est pas une participation à une procédure légale. Et d'ailleurs, Kouteiba, qui est un éminent érudit en 2010, a confirmé que la police ou la ESBA aurait commis un acte d'émission s'il s'était ingéré dans ces plaintes pour adultérie, vol ou consommation d'alcool. Et c'était interdit parce que le cadi, qui était l'autorité religieuse, était celui qui devait interpréter la loi et celui qui devait rendre la décision, et non pas la police, et encore moins M. Al-Hassan. Et d'ailleurs, on a entendu du témoin D0202, lorsqu'on l'interrogeait sur la charia, il disait la charia, c'est finalement, si on la remet en question, c'est remettre en question Dieu ou son représentant sur la terre. Le témoin de l'accusation, le P65, a témoigné qu'il n'y avait aucun pouvoir pour s'écarter du système et qu'il était sous l'obligation de chaque fois se renvoyer à la décision de l'émir et il ne pouvait pas la contourner, ce qui remplace les ordonnances supérieures. Mais c'est le docteur Guéry qui reviendra là-dessus. Nous avons aussi entendu d'autres témoins de l'accusation nous parler de l'école Al-Madda Al-Malaki, qui est une autorité dans la gouvernance islamique et qui n'est pas pour autant en porte-à-faux par rapport au droit international. C'est une école qui est suivie non pas seulement à Tombouctou, mais dans la majorité des États en Afrique du Nord, en Afrique occidentale et aussi dans la péninsule arabique. Le système de gouvernance ne permet pas à la police d'interpréter la loi, ni de trancher les litiges entre les parties, encore moins de rendre des verdicts. Et dans un système de gouvernance islamique, la police reste une police, en quelque sorte, un greffe pour le civil. Et dans ce système, c'est la ESBA, et non pas la police, qui applique et fait respecter les lois religieuses.
tel que confirmé d'ailleurs par Koutaïba. L'émir de la police ne pouvait pas rendre de décision sur les tazirs. Et puisque en Sardine suivait cette norme et le système de gouvernance islamique qui était reconnu, M. Al-Hassan ne pouvait pas savoir que sa participation pourrait en soi enfreindre le droit international. Dans les arguments, les écritures en clôture de l'accusation, nous voyons une vidéo. M. Al-Hassan dit qu'il va défendre la loi islamique jusqu'à la mort. Ce n'est pas un pacte d'extrémistes ni une déclaration d'hostilité. C'est simplement une expression, un acte de foi, une croyance qui fait que M. Al-Hassan ne peut pas désobéir devant des décisions religieuses. Et sinon, il prendrait trop de distance par rapport à sa foi. Et là, nous avons entendu le témoin D0272 qui a témoigné sur le fait que justement, il n'était pas personnellement en faveur de l'application de la charia, mais qu'il était incapable aussi de s'y opposer et qu'un musulman ne pouvait pas s'opposer à la charia. Le D0240 nous a dit que la charia était reconnue à Tombouctou et par la majorité des musulmans. Les témoins de l'accusation P0654 a expliqué comment, avant 2012, chaque communauté à Tombouctou avait un cadi, pouvait renvoyer les affaires aux chefs coutumiers, aux imams locaux, et que Tombouctou avait toujours fonctionné comme ça. Et l'imam Daou, qui était un notable local, a déclaré devant le tribunal islamique, et la citation est en français, « Justice n'est meilleure et préférable à celle de la loi divine. » Fin de citation. Cela ne veut pas dire que ces individus, ces personnes-là sont des extrémistes. C'est une croyance, une foi qui est partagée par de nombreuses autres personnes de la foi musulmane, en ce compris M. Al-Hassan. C'est une croyance, une obligation que M. Al-Hassan suivait et respectait et ne peut être condamné prétendant que c'est une étiquette extrémiste. Je passe maintenant à la quatrième partie de cette section. Il s'agit de la méthodologie du tribunal islamique. Un témoin de l'accusation a témoigné et a déclaré qu'un tribunal islamique ne peut rien négliger à l'heure d'établir la vérité, que ce tribunal allait mener sa propre enquête, commençant à zéro. Et nous avons des exemples d'audience. Et les notes des tribunaux nous montrent comment les juges écoutaient les témoins, prenaient note. Et dans ces notes, on ne voit pas quel est le rôle joué par la police lors de ces enquêtes. Et c'est sur la liste de la défense le point 124. L'accusation prétend que les jugements se fondaient sur les rapports de police, mais c'est sans fondement. De surcroît, si on vérifie les noms et les dates, on voit qu'il n'y a pas de lien qui est nécessaire entre ces soi-disant rapports et les conclusions du tribunal islamique. Et donc, on se retrouve à la case départ, à savoir qu'il n'y a aucun élément de preuve pour étayer les allégations du procureur. Il ne nous reste que ce que l'on voit, à savoir que dans les jugements du tribunal islamique, on ne voit aucune référence à l'existence même de ces rapports de police. Donc, il n'y a pas de rôle joué par la police dans les conclusions auxquelles le tribunal islamique arrive. Et nous avons aussi entendu devant cette chambre un témoin de l'accusation qui déclare « M. Al-Hassan n'avait aucune influence sur ce que la Cour déclarait, ni n'y a contribué de quelque manière que ce soit, aucune des décisions prises par cette Cour. Et M. Al-Hassan n'a pas joué quelque rôle que ce soit. Les incidents doivent donc être évalués au cas par coup, pas au cas par cas, et aucune hypothèse ne peut être émise ici selon lesquelles M. Al-Hassan ou la police auraient participé activement aux décisions du tribunal islamique. Et j'aborde maintenant la dernière partie de mes conclusions, qui sont le recours volontaire de la population auprès de la police. L'accusation a présenté plusieurs cas de personnes qui cherchaient la protection, que ce soit des voleurs, des bandits.
la protection des femmes qui étaient maltraitées, d'autres qui voulaient se faire payer des créances, d'autres encore qui voulaient protéger leur commerce ou leurs terres, et d'autres qui voulaient récupérer encore des biens qui avaient été volés ou simplement honorer leurs obligations contractuelles. Et le témoin D0240 a affirmé qu'il n'y a eu ni pression ni influence exercée lorsque ces témoins se présentaient au tribunal islamique. La population s'est présentée à la police spontanément, volontairement, pendant toute l'année 2012, tout simplement parce que c'était utile et que ainsi leurs droits étaient garantis. Et ça, c'est ce que M. Al-Hassan voyait. Ça, c'est ce que M. Al-Hassan comprenait. Et non seulement la population a continué à contacter la police avec toutes leurs inquiétudes, mais ils étaient aussi favorables au rôle qu'a joué la police pour dissuader le vol. Ils ont d'ailleurs continué à introduire des plaintes pour vol, même après l'amputation. Par exemple, en septembre 2012 et même en décembre et jusqu'en décembre 2012. C'était des incidents qui avaient été introduits par la communauté arabe contre d'autres membres de la communauté arabe. Et on a entendu que la charia avait été appliquée. C'est vrai que les notables déploraient le vol. Le témoin de l'accusation P0004 a déclaré, par exemple, en parlant du carburant qui avait été volé par la population, et je le cite en français. Nous qui sommes fiers de nos valeurs, nous si dignes, si fiers, quelle bassesse, quel crime le vol, quel déshonneur. Nous avons entendu les éléments de preuve nous montrant que ce sont les personnes habitant la région, les locaux, qui appelaient le numéro vert au milieu de la nuit pour demander de l'aide et qu'ils recevaient de l'aide immédiatement, comme le confirme le témoin D0554. La police islamique exécutait ses missions sans discrimination, que ce soit pour raison d'appartenance ethnique, tribale ou sociale. Et c'est ce que nous disent les témoins de l'accusation P065, B0150 et les témoins de la défense D0093, D0315, D0551 et D0553. Monsieur et Madame les juges, dans la mesure où ces éléments de preuve soit ni toute connaissance, soit abondent dans le sens des affirmations de la défense sur lesquelles le Dr Guéry va revenir après moi, nous avançons que les éléments de preuve sont tels que l'accusation ne peut tout simplement pas prouver qu'il y ait eu ni des actes criminels, ni un dessein commun découlant des rapports de la police pour alléguer, et s'ensuit qu'il n'y a aucun élément de preuve qui attesterait quoi que ce soit qui ne montre que Al-Hassan serait tout autre chose qu'un simple petit fonctionnaire qui agissait sur ordre, suite aux décisions prises par les garanties légales de base et dans le respect et l'acceptation de la compréhension publique. Merci beaucoup et avec votre permission, je donne la parole à ma collègue. Merci beaucoup, Maître Youssef, pour votre brillante et éloquente présentation. Et maintenant, la parole est à Maître Guéry. Docteur Guéry, vous avez la parole, s'il vous plaît. Mr. President. Monsieur le Président, Mesdames les juges, je vais aborder très brièvement l'important contexte du droit islamique et les moyens de défense affirmatifs. Et je conclurai ensuite au nom de l'équipe de la défense de Monsieur Al-Hassan. D'emblée, un petit résumé de la situation et du contexte en 2012. La grande puissance de la Cour pénale internationale et sa capacité à enquêter simultanément sur une situation et sur la responsabilité pénale potentielle d'un accusé dans le cadre de la dite situation. C'est un pouvoir qui a une visée universelle et va de pair avec le droit, avec une vision du droit international qui englobe le monde musulman. C'est un pouvoir qui doit être exercé dans le contexte et avec un sens aigu des responsabilités. Lorsque la Chambre va se réunir pour se prononcer sur la situation au Mali en 2012, selon nous, elle devra garder à l'esprit que Tombouctou est et a toujours été, traditionnellement, un axe essentiel de la civilisation islamique. Pendant des siècles, Tombouctou a prospéré en tant que centre islamique de culture et d'apprentissage.
Donc il serait approprié, selon nous, de conclure sur la base des éléments de preuve en l'espèce que l'islam est en effet l'âme du Mali. En 2012, le Mali était également une société post-coloniale. Et comme Maître Pradhan l'a expliqué avant moi, il est communément admis que l'instabilité post-coloniale ou néocoloniale n'équivaut pas à un conflit armé. L'instabilité est une constante de l'histoire. C'est une constante de l'histoire du Mali. Selon nous, dans le cadre de cette affaire, il convient de bien comprendre le Mali et de bien comprendre l'islam, ainsi que la société musulmane au Mali, étant donné que 90% de la population adhère à l'islam. Les éléments de preuve montrent que le terme loi islamique recouvre l'intégralité du système de loi et de jurisprudence associé à la religion qu'est l'islam. De nombreuses manières, à l'instar de toute jurisprudence, on peut la diviser en deux parties, en deux éléments. Tout d'abord, les sources primaires du droit, la charia, et les sources secondaires du droit, notamment la méthodologie utilisée pour déduire et appliquer la loi. Il s'agit de la jurisprudence islamique ou fiqh. Pour les musulmans, il s'agit d'une révélation divine qui crée le socle immuable de la loi islamique. Vous pourrez conclure sur la base des éléments de preuve qu'au Mali, la loi islamique ou la charia est et a toujours été au cœur de la société, aussi bien juridique que politique pour la population. Vous avez entendu des éléments de preuve et des témoignages démontrant qu'il existe plusieurs écoles de pensée. Et vous pourrez déduire qu'il n'existe pas de consensus entre ces écoles. L'accusation n'a pas cité d'experts indépendants à ce sujet, mais vous avez des éléments de preuve clairs qu'il existe des différences d'interprétation du Coran par les érudits et les juges. Néanmoins, cela ne rend pas les activités d'Ansardine ni du tribunal islamique extrême ou extrémiste. L'interprétation est fondamentale en droit, et elle l'est également en droit islamique. C'est l'élément qui sépare et qui distingue les madahib, les manières d'agir. Il en est ainsi. Bien qu'il ne fasse aucun doute que le Coran est la première source de la charia, aucun élément ne vous permet d'opérer un choix entre les différentes écoles, ni d'établir un classement entre les sources de droit islamique, chose dont vous devriez vous abstenir. La seule preuve est que l'école maliki de pensée a peut-être été suivie. Cela montre tout au plus une volonté de stabilité et de certitude juridique. Cela ne prouve pas l'existence d'une idéologie extrémiste. Ce n'est pas une affaire où des simulacres de procès de la population ont été tenus. C'est une affaire où la gouvernance et le droit étaient légitimes. Ce n'est pas à la Chambre d'imposer une approche sélective de l'islam au Mali en 2012. Ansardine n'a pas apporté de nouvelles règles, telles que cela a été allégué. Aucune nouvelle règle, mais protéger les traditions, la population et le patrimoine de la ville et de la région. Et par exemple, en nommant des érudits, en mettant en place des structures qui permettaient de garantir que les décisions prises étaient valides en droit islamique et seraient acceptées comme étant valides par la population. Les bibliothèques sont toujours là et les manuscrits sont en sécurité. Bien qu'on ait donné le nom de crise à cette situation, toute crise a été évitée par des consultations pacifiques avec les notables locaux, une tradition islamique qui reflète la nature islamique habituelle d'Ansardine. Les éléments de preuve montrent qu'Ansardine a gouverné conformément au droit coutumier islamique et à la pratique établie, et que la police occupait un rôle subordonné, qu'elle ne faisait pas partie d'une structure de prise de décision gouvernementale. Nous le savons, des témoignages sur les instructions d'Abou Zaïd qui disent que les politiques et les procédures étaient décidées par l'émir, et l'entretien avec Koutaïber montre que la police était restreinte à un organe secondaire. Je vous rappelle que Tombouctou n'a jamais été une société cosmopolite occidentale. Elle a toujours été socialement conservatrice et contrôlée par des notables religieux qui préféraient les traditions juridiques avant, après et pendant 2012. Les cadis et les cheikhs appliquaient la charia pour résoudre les différends dans des questions qui allaient du mariage au divorce en passant par l'adultère, le vol et le meurtre avec une interprétation valide. Aucun expert n'a contredit cela. Les autorités maliennes savaient pertinemment que ces juges exerçaient ce rôle. Ansardine a poursuivi cette tradition
et ceux qu'elle employait, comme le jeune M. Alassane, officiait dans une situation et un contexte coutumier islamique. On ne peut donc pas déduire des processus et des décisions islamiques qui ont été pris que tout crime international aurait pu survenir dans le cours normal des événements, ni qu'un crime aurait été virtuellement certain. Laisser entendre qu'il n'existait pas de garantie fondamentale reviendrait à suggérer que le Mali doit être jugé sur la base d'une norme supérieure à celle d'autres États parties dans une situation de transition, notamment lorsque les personnes dans un pays islamique avaient besoin des structures islamiques de base qu'on leur fournissait. Comme Maître Tyler vous l'a expliqué, Ansar-Dine doit et devrait être considéré comme étant tout au plus un groupe national. Ansar-Dine n'a pas fusionné avec AQMI. Ansar-Dine a rétabli les services, a apporté la sécurité et l'accès à la justice conformément aux droits islamiques coutumiers. Son membre, Ouka Ouka, a depuis été félicité et non pas poursuivi. Cela démontre clairement que M. Alassane n'a jamais fait partie d'un conflit illicite car il n'existait pas de conflit armé. Il y avait une tentative de restaurer la stabilité, rien de plus. Une analyse en bonne et due forme, mois par mois, de la situation au Mali en 2012, telle qu'elle vous a été présentée par Maître Tyler, montre qu'il n'y avait pas de dessein ou de politique criminelle. J'en arrive maintenant à l'accusé. Les éléments de preuve démontrent que M. Alassane est et était un membre respecté d'une ancienne tribu touareg. M. Alassane vivait à Tombouctou par nécessité. Il n'était pas zélé. C'était un musulman qui faisait bien son travail. Comme M. Youssef vient de vous l'expliquer, en 2012, M. Alassane servait ses concitoyens en tant que subordonné de Baran, aux yeux duquel la gouvernance de Tombouctou et les principes du droit coutumier islamique étaient licites, y compris les châtiments conformes à la charia. Ses convictions étaient honnêtes et sincères. Mardi dernier, le point d'orgue apparent de la thèse de l'accusation était une vidéo. Il s'agit de leur pièce 103, dans laquelle M. Alassane dit qu'il croyait que l'islam était suivi. Pas question de califat, rien d'extrême, pas de propagande d'AQMI, tout simplement l'islam. Le fait d'avoir apparemment les clés des menottes, un talkie-walkie ou un téléphone, tel que suggéré par l'accusation mardi dernier, ne fait pas de vous un responsable. L'accusation, mardi, a montré que le rôle de M. Alassane était celui d'un officier de police ordinaire. Comme Mme Bolo-Lucier vous l'a expliqué, les relations matrimoniales se faisaient hors de la connaissance de M. Alassane, ou alors étaient consensuelles ou semblaient l'être. Et même si cette chambre devait conclure que cela a éventuellement engendré une erreur. Il n'a pas commis de viol, il n'a pas été complice de quelque crime sexuel ou persécution que ce soit. Pour les châtiments, par exemple, l'accusation nous a montré une vidéo de M. Alassane qui accompagne Moussa dans l'exécution de sa peine. Souvenons-nous que cette peine était une peine infligée pour meurtre. L'accusé avait tué par balle un fermier. Le moyen de légitime défense de M. Moussa a été rejeté lors d'un procès en bonne et due forme dans le respect de droits fondamentaux. Ce serait induire la Chambre en erreur que de suggérer que M. Alassane était autre chose qu'un soutien à tout cela. Les éléments de preuve factuels montrent qu'il a parlé à la famille à propos de la DIA, mais qu'ils ont demandé la Kissas. Donc, tout au plus, Moussa a eu l'accompagnement de M. Alassane lors de l'exécution de sa peine. Cette chambre peut donc conclure que le rôle de M. Alassane était de servir, que ce n'était pas un comportement criminel ou un dessein criminel, et qu'il n'a pas participé à des persécutions. Il n'avait aucunement l'intention de soumettre ou d'humilier qui que ce soit. Il travaillait en tant qu'officier de police ordinaire, un fonctionnaire civil qui faisait son possible pour sa famille et pour la population, conformément aux structures islamiques ordinaires. Tout cela ressort très clairement des éléments de preuve. À première vue, la question est simple. La responsabilité criminelle ne peut être établie que si une personne est consciente qu'une circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements. Dans cette affaire, la question de la connaissance est plus complexe en raison de la manière dont l'accusation présente sa thèse. L'accusation doit prouver la connaissance de la situation
telle qu'elle était, selon eux, connaissance du dessein allégué, si tant est que l'on peut prouver l'existence d'un dessein, ainsi que la connaissance des crimes individuels allégués au Mali. Cela englobe inévitablement des facteurs objectifs, étant donné que la Chambre doit se prononcer sur le cours normal des événements au Mali, où la loi islamique était coutumière, et sur la gouvernance et les jugements, et où la gouvernance et les jugements 2012 étaient rendus sur la base de la loi islamique. Selon nous, si l'on suit cette logique, il n'y a pas de fondement solide pour condamner M. Al-Hassan. L'exercice ne se limite pas au test de la connaissance non plus. Cela ferait fi de la question de l'intention. Le test devrait être formulé comme suit. Il n'avait pas connaissance des faits essentiels relatifs aux crimes allégués ou à un dessein. Il doit être exonéré de responsabilité car il l'était ou peut-être été, ce qui permet un doute raisonnable, dans l'erreur en raison de circonstances de nécessité et qu'il était obligé de suivre les ordres de supérieurs. De cette manière, les moyens de défense basés sur l'erreur en droit ou en fait, les ordres des supérieurs et la contrainte sont applicables à toutes les charges confirmées parce que tous ces facteurs sont pertinents vis-à-vis de sa connaissance alléguée, de ses intentions et de son comportement. Par exemple, non seulement il n'a pas participé à la soumission des femmes, mais en plus, il ne connaissait pas que l'utilisation du droit islamique était illicite, parce qu'au Mali en 2012, cela ne l'était pas. L'accusation a reconnu mardi dernier que la religion était l'islam, et la demande par Iyad Agali était simplement de respecter le Coran. Nous faisons valoir qu'il est impossible que la Cour en déduise, par exemple, que le fait de réglementer la cigarette ou l'alcool, le vol ou l'habillement, tel que prévu par le Coran signifierait que M. Al-Hassan savait que des crimes internationaux étaient ou auraient été commis. M. Al-Hassan, un père de famille, un officier de police, avait pour tâche de suivre la gouvernance et le droit islamique, était obligé de le faire. C'était licite et il était convaincu que c'était licite, même si la Chambre conclut qu'il était dans l'erreur. La suggestion qui est faite au paragraphe 574 du mémoire de clôture de l'accusation selon laquelle la défense a la responsabilité d'étayer ses arguments selon lesquels les moyens de défense affirmatifs s'appliquent est erronée. Tel que détaillé dans notre mémoire en clôture et notre réponse, le fait d'étayer laisse entendre une charge juridique qui pèse sur l'accusé, alors qu'il s'agit évidemment de la charge de la preuve. Dans l'hypothèse où l'accusation entendait faire valoir qu'il doit y avoir des preuves substantielles pour que la Chambre examine les moyens de défense affirmatifs, nous faisons valoir que ceux-ci ont été réunis. Pour ce qui est de la question de l'erreur, le fait qu'il y avait des réunions avec les notables locaux, que l'on écoutait les problèmes et que des adaptations ont été apportées, n'a pas été contesté sur le fond. Ansardine a rétabli les services et offert des soins de santé gratuits qui permettent de déduire ce que M. Al-Hassan a vu en ce qui concerne la légitimité. La société était visiblement islamique. En ce qui concerne la contrainte, les discriminations contre les Touaregs étaient nombreuses. Cette Chambre doit rejeter les arguments des RLV disant que le fait d'être un Touareg est assimilé à la criminalité. Sur les ordres des supérieurs, gardons à l'esprit qu'il s'agit à la fois d'un moyen de défense et du contexte dans lequel une erreur éventuelle est commise. Des preuves démontrent que l'autorité suprême était détenue par le tribunal islamique et que le pouvoir absolu était détenu par Adam, Khaled puis Abu Dar. Les éléments de preuve démontrent que Tombouctou était islamique et que M. Al-Hassan officiait dans le cadre du droit et de la gouvernance islamique. Pour en revenir à la vidéo de l'accusation, leur pièce numéro 103, nous pouvons voir et entendre M. Al-Hassan. Nous pouvons entendre sa conviction honnête et sincère que le droit islamique était appliqué. Rien d'extrême là-dedans, rien d'étrange. Il dit littéralement « islam ». La conclusion logique est qu'il n'y avait pas de vision extrémiste et que si erreur il y a eu, celle-ci a été commise de manière honnête et sincère et que tout comportement était inévitable. En d'autres termes, il existe pléthore de preuves montrant qu'une personne raisonnable dans la position de M. Al-Hassan penserait que les personnes étaient gouvernées et jugées conformément au droit islamique, même si l'on utilise une interprétation et que les châtiments islamiques étaient infligés dans un cadre préétabli. Par conséquent, même si la Chambre estime que M. Al-Hassan fonctionnait ou a commis des erreurs en fait ou en droit, il doit en être exonéré.
Le fait que le public participait largement à ce système montre que cette conviction était celle de nombreuses personnes. Donc il est raisonnable que M. Al-Hassan ait agi comme il l'a fait. Un témoin a dit que la charia devait être suivie. Donc on peut raisonnablement faire valoir que M. Al-Hassan a agi licitement. On ne peut pas inférer une intention, des circonstances de légitimité, d'erreur ou de nécessité. Il n'a joué aucun rôle dans la décision d'appliquer la charia ou dans les décisions sur son interprétation, son application. Les activités d'Ansardine visaient à assurer la protection, l'harmonie et un résultat positif pour la population locale de manière générale. Et aux yeux de M. Al-Hassan, il s'agissait d'un résultat légitime. Il est important de noter que les imams locaux conseillaient à la population locale d'obéir et de coopérer avec les groupes. Sur cette toile de fond, il n'était pas déraisonnable que M. Al-Hassan agisse tel qu'il l'a fait, avec un impact positif pour la population locale. Un refus aurait placé M. Al-Hassan et sa famille dans une situation très périlleuse. Sa présence alléguée lors des châtiments lui était imposée. Jamais on ne lui a confié la responsabilité ou le pouvoir de décider des châtiments. Le seul pouvoir de discrétion qu'il avait était la médiation et la réconciliation, ce dont il s'est acquitté. Comme je vous l'ai déjà dit, ce serait aller trop loin que de dire que les crimes internationaux peuvent être constitués en se basant sur une interprétation de la loi et de la gouvernance islamique, et que le doute raisonnable pour ce qui est de la connaissance est suffisant pour acquitté. Il existe suffisamment de preuves permettant à la Chambre de conclure que la gouvernance et les décisions judiciaires étaient licites et, partant, licites pour M. Al-Hassan, particulièrement en tant que Touareg musulman assujetti à des ordres, même si la Chambre conclut qu'il était dans l'erreur. Suggérer que M. Al-Hassan aurait pu fuir est fantaisiste. L'accusation ne peut pas réfuter la réalité qui prévalait dans ce contexte. Les actes de M. Al-Hassan étaient une réponse raisonnable et nécessaire, lui permettant de se protéger, de protéger la population locale et sa famille. En conclusion, au nom de la défense, dans un procès criminel, pénal, selon nous, même si certaines preuves s'imposent à nous, on ne saurait en faire porter toutes les conséquences à M. Al-Hassan. Cette Chambre est le garant de normes juridiques et d'administration de la preuve et doit contribuer au développement du droit sur la connaissance et les moyens de défense affirmative de manière prudente sur les facteurs que nous avons identifiés. Les arguments oraux et écrits de l'accusation sont dénués de considérations juridiques, vous forçant à examiner les principes juridiques que nous avons mis en exergue. Les éléments de preuve que nous avons de la connaissance de M. Al-Hassan est qu'il travaillait où la charia était appliquée. Il était persuadé que cela apporterait la justice à sa communauté et il œuvrait pour la communauté. La cause de l'accusation, il me reste une dizaine de mots, Monsieur le Président, j'en ai presque terminé, si vous le permettez. Le Président, oui, allez-y. La cause de l'accusation pêche par ses rapports erronés, une collecte viciée des preuves, se fonde sur des interrogations entachées de torture et une myopie sur le droit islamique, de telle manière qu'il existe un doute raisonnable sur chacune des charges, dès lors que le Mali est bien compris et que le droit pénal international consacré par le statut de Rome est dûment appliqué. Le juste résultat pour M. Al-Hassan est de conclure que son comportement n'était pas illicite, ni n'avait l'intention de l'être, et qu'il doit être acquitté pour tous les chefs d'accusation. Les deux mots que vous devez prononcer sont « non coupable ». Merci. Merci beaucoup, Dr Jerry, pour votre brillante et éloquente présentation. Maître Taylor, quelle est la situation? C'est bien la fin de votre plaidoirie? Yes, thank you very much. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la fin de notre plaidoirie. Merci beaucoup, Maître Taylor, pour la fin de votre plaidoirie, pour la fin des présentations, des brillantes représentations par vous-même et par vos collègues, vos consoeurs et confrères. À présent, nous allons passer aux questions de la Chambre.
Madame la juge Akane va poser la première question et nous allons la suivre. Madame la juge. Thank you, Presiding Judge. Merci à vous, Monsieur le Président. L'accusation a donné une description de la fille du P0580 au paragraphe 261, 264 et paragraphe 318 dans son mémoire de clôture. La défense donne une description de la fille du P0580 et a fait référence à un nom qui avait été donné par courriel au parti, et ce, au paragraphe 333, 460, 464 et 467 de son mémoire de clôture. Ma première question est la suivante. Do all these descriptions of Toutes ces descriptions de la fille du P0580 ou le nom qui a été communiqué précédemment au parti par courriel font-elles référence à la même personne que cette fille de 7 ans, étant la fille du P0580, que nous avons au paragraphe 287 de la décision de confirmation des charges? Ça, c'est ma première question. Et deuxième question. Le procureur fait référence à la fille aînée du P0580 dans le mémoire pour le procès au paragraphe 142. Mais le procureur ne parle pas de la fille aînée dans son mémoire en clôture. Par contre, il ne fait référence que à la fille qui a 7 ans dans son mémoire en clôture. Est-ce que cela veut dire que la partie de la confirmation, de la décision de confirmation qui font référence et qui a été pertinente et qui fait l'objet donc de cette référence par courriel, fait référence à cette fille ou à cette fille qui a 7 ans? Si vous avez besoin d'une audience à huis clos, dites-le nous. Adressez-vous dans ce cas au juge président. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Si vous pensez que nous devons aller à huis clos partiel, vous pouvez le dire. D'abord, je remercie la Chambre de cette question, puisque ça permet de clarifier quelque chose qui était sans doute pas très clair dans nos conclusions. Et je remercie la Chambre de cette opportunité de clarifier ce point. Une partie de la réponse peut être en audience publique, une autre peut être à huis clos. Ça permettra de maximiser la publicité de l'audience, même si ça nécessite un peu de manipulation de la part du greffe, et je m'en excuse d'avance, mais effectivement la sécurité prime. Je vais commencer en audience publique, très rapidement passer à huis clos et finir en audience publique, si c'est la Chambre agrée à cette démarche. Tout à fait. Allez-y, monsieur le procureur. Alors, effectivement, Monsieur le Président, Mesdames les juges, en ce qui concerne le premier volet de la question, la fille de P0580 mentionnée dans le mémoire final du procureur correspond bien à la fille de 7 ans de P580 mentionnée dans la décision de la Chambre préliminaire 1. Relative à la confirmation des charges. Et son incident est inclus dans les chefs 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je demande maintenant votre indulgence et à passer en audience à huis clos si vous le voulez bien, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Tout à fait. Madame la greffière, huis clos partiel, s'il vous plaît.
We're back in open session, Mr. President. Nous sommes de retour en audience publique, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne le deuxième volet de la question, la position du bureau du procureur est que la fille de P580 mentionnée dans la décision de confirmation des charges correspond à la fille de 7 ans et non à la fille aînée. Et certes, effectivement, l'accusation a fait référence à la fille aînée de P580 dans son trial brief, parce que lors de son entretien avec l'accusation, la témoin P642 a raconté comment leur fille aînée avait été détenue et fouettée. Mais les violences subies par la fille aînée ne sont pas incluses dans les charges. Et la référence à la fille aînée, mesdames les juges, monsieur le président, visait uniquement à illustrer l'ampleur de la violence et du harcèlement infligé à divers membres de la famille de P580 et P642. Voilà ce qui conclut notre réponse à la première question et à ces deux volets. J'espère avoir éclairé la Chambre sur ce point. Thank you, Mr. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Je vais maintenant m'adresser aux représentants légaux des victimes. Avez-vous des observations à faire par rapport à cette question? Pour autant que vous en ayez. Merci, Madame le juge, de nous passer la question. Les représentants légaux n'ont pas d'observation particulière à faire à cette question. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. J'aimerais donner la parole à la défense. Madame Taylor. Je vais d'abord m'installer. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Je crois que je peux répondre en audience publique si je fais référence à la plus jeune fille comme étant la première et la plus âgée, ce sera la deuxième fille, si la Chambre est d'accord. Et je ne ferai pas référence à l'âge de l'une et de l'autre, mais sachant que donc la première fille est la plus jeune, si vous êtes d'accord. Monsieur le Président, la défense a admis que le nom de la première fille est le même que la plus jeune, mais notre position est que les faits sont tout à fait différents. L'incident sur lequel nous penchons dans notre mémoire et dans nos éléments de preuve ne correspondent pas à ce que la Chambre a confirmé par rapport à la première vie. Donc je vais d'abord reprendre les faits tels que confirmés par la Chambre et puis j'élaborerai par la suite. Comme le procureur vous l'a dit aujourd'hui, à l'heure de la décision de confirmation, la Chambre préliminaire n'avait que la déclaration du P580. Et cette décision a été prise sur base de ce témoignage-là. Et dans le paragraphe 301 de cette décision, ils sont arrivés à la conclusion que cette jeune fille était très jeune. Ensuite, qu'elle a rendu visite au P580 alors qu'il était détenu par Mohamed Moussa. Et puis, a été enfermée là où les femmes étaient enfermées. Et ce n'est qu'après avoir été à la police des femmes qu'elle a été... elle a subi des assauts à 2 reprises et puis a été à l'hôpital et a été fouettée 20 fois. Voilà donc les faits sur cette jeune femme. Et quand
On a insisté sur cette situation, on a insisté surtout sur l'âge de la jeune fille et le fait que la violence physique a eu lieu lors de sa détention. Donc c'était un élément clé. Et quand cette chambre, ici même, a émis donc les références aux charges, a parlé des actes de violence et autres méfaits commis contre la fille aînée, arrêtée à Tombouctou et détenue et qui a été abusée à plusieurs reprises ou sur une plus longue période de temps. Ce qui montre la gravité des incidents pendant la détention et pendant que la peine était rendue par la SBA. Mais la Chambre ne peut pas remplacer les noms des jeunes filles ni utiliser les faits imputés à la plus jeune fille parce que il n'y a pas eu d'avis sur le changement au niveau des charges et c'est comme si on rechangeait les charges pour que celles-ci correspondent aux éléments de preuve, d'autant plus que le témoignage ne prouve pas les charges confirmées, que ce soit pour la plus jeune ou la plus âgée des deux filles. L'article 74 impose à la Chambre de ne se fonder que sur les faits et les circonstances tels que définis par la Chambre préliminaire. Et le jugement qui a été rendu le 1er juillet 2021 en l'espèce, ce sont les écritures 1562 au paragraphe 1, eh bien, nous avons une confirmation de l'article 74.2 et du lien avec les faits et circonstances tels que décrits dans les charges. Il y a toute une jurisprudence qui remonte à la Chambre d'appel et qui parle justement de la qualification des charges et confirme qu'on ne peut pas changer. Et donc, nous avons aussi l'article 61.9 et je fais référence au jugement dans Lubanga. Il s'agit en fait de la référence 225, paragraphe 24. Et là, il a été très bien dit que il ne faut en aucun cas violer le pouvoir de distribution dans les statuts. La Chambre ne peut devenir un procureur, et c'est ce que nous avons au paragraphe 94. Je suis tout à fait consciente que le jugement qui a été rendu en l'espèce le 1er juillet, la Chambre d'appel a précisé qu'en cas d'ambiguïté, la Chambre pourrait se pencher sur le document contenant les charges pour voir s'il y a ambiguïté, mais ici, il n'y en a pas eu. Il n'y avait pas d'ambiguïté dans le document sur les charges. Il y avait simplement de nouveaux faits, mais qui n'étaient pas repris dans les charges établies par le procureur, par l'accusation. On ne peut pas extrapoler parce que, tout simplement, ces faits-là n'étaient pas là à l'époque. Et puisque nous avons ici des faits semblables à d'autres faits ou qui chevauchent la même période de temps, ça ne suffit pas. Ce n'est ni pertinent ni suffisant. Reprenez la Chambre d'appel dans Lubanga. Ce n'est pas parce que pendant le procès, il y a de nouveaux faits, d'un point de vue procédural, devant le cours des événements tels que décrits dans les charges, il n'y a pas d'infraction à l'article 74.2 du statut, c'est le paragraphe 92 de ce jugement portant référence 2205. Ce sont autant de principes qui doivent être interprétés avec notre droit, justement, à être averti auparavant. Le procureur a amendé les charges après avoir reçu des faits légèrement différents. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont tout voulu faire en même temps et tout avoir. Et ils ont rajouté des allégations beaucoup plus graves de P580 et puis ils ont laissé tomber 580 sans en avertir la défense et sans la possibilité pour la défense de réorganiser son enquête ou son argumentaire. Et ils n'ont pas non plus informé qu'ils allaient se fonder sur de nouveaux faits. S'agissant du deuxième volet, à savoir que le P642, dans son témoignage, ne fait pas référence aux charges confirmées, il faut voir s'il s'agit de la première ou de la deuxième fille. Si c'est la plus jeune, les charges
avance qu'elle a été punie parce qu'elle ne portait pas le voile et qu'elle a été maltraitée à la BMS et elle a été fouettée. D'après le témoignage de P642, il n'y a aucune confirmation sur aucun de ces incidents. Si on prend la retranscription 146, page 14, ligne 1, retranscription page 156, elle nous dit « Je ne pourrais pas vous dire ». Donc nous n'avons pas de confirmation de ces incidents. Tout comme celle-ci n'a pu confirmer ce qui s'est passé pour la fille aînée. Le procureur ne lui a posé d'ailleurs aucune question sur ce point-là. Donc il n'y a aucune base, aucun fondement pour cette Chambre de rendre des conclusions sur la première fille, puisque les éléments ne correspondent pas aux charges confirmées. C'est un incident tout à fait nouveau qui n'a jamais été confirmé. Et donc, il ne peut y avoir de verdict ou de culpabilité non plus pour la deuxième fille. Et le procureur a d'ailleurs confirmé aujourd'hui qu'il n'introduisait pas de charges concernant le cas de la fille aînée. Merci beaucoup. Je remercie Madame la juge Akane pour sa question et naturellement je remercie les partis et les participants pour leurs interventions. À présent, je passe la parole à Madame la juge Prost pour notre deuxième question. Madame la juge. Thank you, President. Merci, Monsieur le Président. J'aurais une question de précision du même ordre et qui est formulée de manière à pouvoir être présentée en audience publique. Mais si l'une ou l'autre des parties ou des participants ressent le besoin de passer à huis clos partiel pour répondre, veuillez demander l'autorisation au juge principal. Donc la décision de confirmation en ces paragraphes 610 et 611 fait référence au lieu où P538 a été détenu à plusieurs reprises. La Chambre fait également observer qu'au paragraphe 261 du mémoire de première instance de l'accusation, l'accusation situe l'endroit du viol allégué de P538 par plusieurs hommes au même endroit. Dans son mémoire de clôture, l'accusation déclare que P538 a été temporairement détenu dans un certain lieu qui a été cité et que le témoin décrit et appelle par un certain nom et où il a été violé par plusieurs hommes. Donc, quelle est la position de l'accusation en ce qui concerne le lieu où P538 a été détenu lors de sa détention finale alléguée? Et je vous demanderai de bien vouloir également préciser les éléments de preuve qui permettent d'étayer cette position. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la juge. Merci, Monsieur le Président. Et je vais pouvoir répondre en public sans aller à huis clos, y compris en mentionnant le lieu que Madame la juge a eu la précaution de ne pas mentionner, mais qui, à mon sens, peut être dit publiquement sous le contrôle de la Chambre. Alors, en ce qui concerne cette deuxième question, Monsieur le Président, Mesdames les juges, concernant P538, la position de l'accusation est que le dernier endroit où P538 a été détenu correspond à l'hôtel La Maison, qui a servi de siège au tribunal islamique, qui appliquait des règles et sanctions qui n'existaient aucunement dans cet État laïque et où seul le droit pénal découlant de la loi malienne s'appliquait. Au cours de son témoignage, P538 a témoigné qu'elle était informée à Cha-Cha-Cha et que c'était là où il rendait justice. Et elle a aussi clarifié que Cha-Cha-Cha était un quartier qui se trouve à côté du quartier Abaradjou. Alors, un premier point,
c'est qu'il n'y a pas que P538 qui a parlé du lieu de Cha-Cha-Cha. Deux témoins, P557 et P520, ont aussi fait référence à un quartier appelé Cha-Cha-Cha ou Che-Che-Cha. Tout d'abord, P557 a témoigné qu'il a été amené à un hôtel dans un quartier qu'on appelle Che-Che-Cha. Et il a expliqué que c'est là qu'il juge les gens. Donc en termes de pure localisation, cela corrobore les dires de P538 qui dit qu'elle a été enfermée à Cha-Cha-Cha et que c'était là où il rendait justice. Donc sur la localisation, c'est compatible. Pour sa part, P520 a également mentionné un quartier appelé Che-Che-Cha, qui était situé, à ses dires, dans les alentours du marché Yobutao. Et P520 a ajouté Abaraju et Che-Che-Cha, c'est la même chose. Vous l'avez au transcript 149, page 36, ligne 20, jusqu'à la page 37, ligne 9. J'ai les autres références pour P557, mais je ne voulais pas interrompre trop longtemps la réponse. Et donc, si on met en parallèle P520 et P538, selon lequel Cha-Cha-Cha était un quartier qui se trouve à côté d'Abaraju, c'est là aussi compatible. Et je rappelle que l'hôtel La Maison est bien situé dans le quartier Abaraju, et vous avez les cartes en annexe à notre mémoire écrit finale qui vous permettent de le localiser. Autrement dit, les dires de 557, 520 et 538 sur le lieu de Cha-Cha-Cha et l'allocation du tribunal, l'hôtel La Maison, sont cohérents. Et ils sont aussi conformes à la réalité sur le terrain. Comme je l'ai dit, les cartes, mais aussi vous pouvez les voir dans le rapport des deux experts P55 et P57, MLI OTP 0060 1920, page 1932. J'en viens à un deuxième point, c'est que la description du bâtiment à Cha-Cha-Cha telle que faite par P538 est corroborée par les éléments de preuve. P538 a témoigné qu'il y avait plusieurs chambres dans le bâtiment à Cha-Cha-Cha et elle a indiqué que la pièce où elle a été détenue était au rez-de-chaussée. Et elle indique que c'était à l'étage, je cite, qu'on fait les jugements. Et comme détaillé dans les rapports des experts 55 et 57, il y a effectivement plusieurs chambres au rez-de-chaussée de l'hôtel La Maison. Il y a des photos, des dessins, des plans. Et plusieurs témoins, y compris par exemple P626, D0202 et P150 ont effectivement mentionné que le tribunal se réunissait à l'étage supérieur. Vous le voyez dans des vidéos ainsi que dans la plateforme interactive qui a été déposée en preuve.
Alors à ce stade, je dois dire que la défense conteste les récits de P538 concernant sa dernière détention en se référant au témoignage de D0202, selon laquelle personne ne restait la nuit dans le bâtiment du tribunal. Mais D202 admet lui-même qu'il n'y passait jamais la nuit. Il n'est donc pas en mesure de savoir ce qui se passait à cet endroit pendant la nuit quand il n'y était pas. Au total, la preuve au dossier indique que le bâtiment de Cha-Cha-Cha décrit par P538 pendant son témoignage correspond bien à l'hôtel La Maison. Alors, certes, dans le trial brief, l'accusation se réfère à la déclaration écrite de P538. C'est alors la preuve disponible. Au présent stade, l'accusation se réfère naturellement sur la déclaration sous serment faite en salle d'audience devant votre chambre. Et je dois souligner que la preuve ne démontre aucune mauvaise foi de la part de P538. Son témoignage sur la localisation du dernier lieu de détention et sa configuration interne correspond à la preuve. Plus généralement, son témoignage concernant son mariage forcé avec un membre d'Ansardine et d'ACMI est cohérent et corroboré notamment par des preuves documentaires. J'évite de les mentionner parce qu'on peut rentrer dans quelque chose d'identifiant, mais c'est au dossier de la preuve et nos conclusions écrites. Et la défense a eu la liberté et l'opportunité de contre-interroger P538 sur tous les points qui lui semblaient pertinents. En conclusion, la Chambre appréciera en toute souveraineté le témoignage de cette victime, en tenant naturellement compte du fait qu'il s'agissait d'une personne analphabète et pour laquelle VWS a recommandé à l'époque des mesures spéciales prises pour son témoignage, y compris l'utilisation de questions courtes et simples et d'un langage facile à comprendre. Je vous remercie, Madame la juge, je vous remercie, Monsieur le Président, je vous remercie, Madame la juge. Thank you very much. Merci, Monsieur Dutertre. Dit la juge Prost, je me tourne vers les représentants légaux des victimes pour savoir s'ils souhaitent faire des observations sur cette question. Je vous remercie, Madame la juge. Les représentants légaux, pour cette deuxième question, n'ont pas non plus d'observation particulière à faire. Je vous remercie. Thank you very much. Juge Prost, merci beaucoup. Dans ce cas-là, je me tourne vers la défense et en l'occurrence, Maître Tyler. Vous avez la parole. Maître Tyler, merci, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Monsieur le Président, selon nous, il existe deux réponses judiciaires envisageables à cette question et je vais les passer en revue l'une après l'autre. Premièrement, il est clair que le témoignage de P538 s'écarte sur le fond des faits confirmés et des circonstances confirmées. Nous pouvons voir que le lieu de détention est un lieu matériel. Dans les charges, donc l'accusation a plaidé dans le document continuant les charges qu'il a été emprisonné de manière expressive au gouvernorat. Et cela se trouve dans le document sur les charges au 802. Ensuite, au paragraphe 813, ils font valoir que la chambre préliminaire a dû mettre l'accent sur le fait qu'elle a été détenue au gouvernorat afin de conclure que son mari était en effet membre d'Ansardine et pas du MNLA
tel que déclaré dans sa déclaration. Il ressort clairement que l'emplacement de sa détention, tel que plaidé par le procureur, était un aspect fondamental des charges confirmées. Cet écart, ce changement dans les faits matériels n'a jamais été notifié à la défense dans les temps voulus par un amendement ni par une divulgation. Cela n'est ressorti que lors du témoignage de la déposition. Aujourd'hui, le procureur a confirmé que dans le mémoire de première instance, ils ont toujours déclaré qu'elle avait été détenue au gouvernorat. J'ai passé en revue le registre de préparation, seule information dont nous disposons, et même dans ce registre de préparation, lorsqu'elle a passé en revue sa déclaration, elle n'a pas modifié l'emplacement de sa détention. Nous pouvons toutefois constater à la page 20 qu'on lui a montré une vidéo MLIOTP 00180249 qui est une vidéo de l'hôtel La Maison. Donc elle a vu toutes les chambres, elle a vu toutes les pièces, elle a vu tous les lieux dans cette vidéo lors de la réunion de préparation et c'est là qu'elle a dit « Oh, ce bâtiment c'est le cha-cha-cha ». À ce moment-là, elle n'a pas dit y avoir été détenue. Donc nous avons entendu cela pour la première fois, ce nouveau fait matériel, ici, à la barre, devant la chambre. Et nous faisons valoir que cette évolution de son témoignage, cette mutation, doit être interprétée également à la lumière d'autres changements et incohérences dans son récit. J'attire votre attention sur les modifications dans le nom de son mari, les changements en ce qui concerne les groupes auxquels il appartenait, et je tiens également à souligner qu'il s'agissait d'un témoin dont le nom n'a pas été divulgué à la défense avant le procès. Et comme nous l'avons fait valoir dans notre mémoire, pour cette raison, nous n'avons pas pu contre-interroger P150 et P626 sur cet aspect. Donc cet aspect, l'emplacement, est très important pour son récit, car il y a des témoins qui auraient pu le contredire. Et sans cet aspect matériel, nous avons été privés de la possibilité de le faire. Et aujourd'hui, il est fait référence à D202, qui a témoigné qu'il partait tous les soirs, mais page 29, ligne 18 à 24 de la transcription 204, il dit « Lorsque les gens sortent du tribunal, je ferme à clé le tribunal et j'emporte les clés avec moi. » Donc lorsqu'elle a témoigné, P538 a dit qu'elle était restée là plus d'une nuit. Donc elle ne pouvait pas être ailleurs la journée et revenir ensuite chaque nuit après que tout le monde soit parti. C'est tout à fait implausible. Et quoi qu'il en soit, nous aurions dû disposer de ce récit lorsque d'autres témoins qui ne pouvaient pas en parler étaient à la barre. Donc non seulement nous n'avons pas été informés en temps voulu, mais nous avons également subi un préjudice concret, raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous fonder sur ces éléments lors de votre jugement. Deuxième remarque, étant donné le fait qu'elle a dit à la barre sous serment qu'elle était à la cha-cha-cha et que c'était là que la justice était rendue, vous ne pouvez pas vous fonder sur sa déclaration. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la déclaration sous serment et inférer qu'elle aurait dit autre chose, parce que les règles en vigueur sont très claires. Lorsque la Chambre peut avoir recours à un récit écrit. Et donc ce témoignage n'est pas un témoignage en vertu de la règle 68 et le procureur nous dit aujourd'hui que ce n'est pas le gouvernorat. Donc selon nous, il n'y a pas de fondement pour que la Chambre dans son jugement conclue que cela pourrait être le gouvernorat, étant donné ce que nous avons entendu. Sur la base de ces deux facteurs, premièrement, le changement matériel dans sa déclaration, nous n'en avons pas été informés en temps voulu, avec le préjudice très clair qui ne nous a pas permis d'enquêter ou de contre-interroger des témoins qui auraient pu contredire son récit, et deuxièmement, en l'absence de tout fait confirmé, soumis en temps voulu, qui permettrait de corréler cela avec son témoignage sous serment, il n'y a aucun fondement pour condamner en relation avec sa détention. Merci. La juge Prost. Merci beaucoup, Maître Tyler. Monsieur le juge président. Sa question et naturellement, je remercie les parties et les participants pour leurs interventions. Ainsi, nous arrivons au terme de la présentation de conclusions
orale, les conclusions finales des parties et participants. Je constate qu'il n'y a plus de demande de parole. Et avant de lever l'audience, je voudrais encore une fois remercier le parti et les participants pour l'esprit de coopération et pour la bonne entente qui a régné tout au long de ces procès. Et la Chambre ne peut que s'en féliciter. Conformément à la règle 142 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre va désormais se retirer pour délibérer à huis clos. Les parties, les participants et le public seront informés en temps voulu de la date du prononcé du jugement. Avant de conclure notre session, comme d'habitude, je voudrais remercier les parties et les participants, les interprètes et les sténotypistes, notre public dans la galerie, notre public au loin, et évidemment nos officiers de sécurité. À toutes et à tous, je souhaite une bonne journée. Nous allons lever l'audience. L'audience est levée. All right, we will.